Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci au Proche et au Moyen-Orient, un foyer de conflit réaffirmé depuis la fin de la guerre froide. On a vu en classe en détail les conséquences de la guerre froide sur la région et les stratégies adoptées par les différents acteurs. À présent, on s'intéresse au devenir de ces conflits sans les deux blocs, et en vérité, pour rien vous cacher, les choses ne s'arrangent pas. Alors, petite précision ici, je ne vais pas parler du conflit israélo-palestinien, pourtant c'est une question centrale toujours dès qu'on parle des conflits au Proche et au Moyen-Orient. Essayez de bien le garder en tête, en plus de tout ce que je vais vous dire ensuite. Certes, l'échec du processus de paix israélo-palestinien a contribué à renforcer les conflits dans la région, mais surtout, et c'est ce qui va nous intéresser vraiment dans cette capsule, c'est la question de l'ingérence des puissances occidentales dans la région qui se poursuit malgré la fin de la guerre froide et même qui va avoir tendance à se réaffirmer, qui va donc renforcer ces conflits. Tout commence dès 1991 avec la guerre du Golfe. Rappel des faits. En 1990, Saddam Hussein décide d'envahir le Koweït, un petit état au sud de l'Irak au bord du golfe Persique. Face à cette invasion, le Koweït fait appel à l'ONU. Et début 1991, une coalition internationale menée par les États-Unis lance l'opération Bouclier du désert, une opération aérienne. Puis l'opération Tempête du désert lui succède, avec le débarquement de troupes qui vont, elles, renvoyer les forces de Saddam en Irak. En 42 jours, le Koweït est ainsi libéré. Mais des centaines de puits de pétrole ont été incendiés par les Irakiens pendant l'opération, pour faire reculer l'armée américaine et surtout pour menacer ses intérêts stratégiques dans la région. Fin 2001, les États-Unis, toujours eux, se lancent dans une nouvelle guerre en Afghanistan sur les traces de Ben Laden et d'Al-Qaïda. Avec leurs alliés de l'OTAN, ils restent sur place jusqu'à l'élimination de l'ennemi public numéro 1, Ben Laden, en 2011. Depuis 2011, les Américains doivent retirer leurs troupes, mais le pays est trop instable et les talibans trop menaçants, et ainsi encore aujourd'hui les Boys ne sont toujours pas rentrés au pays. En 2003, rebelote, c'est la deuxième guerre du Golfe, en Irak. Pour George W. Bush, l'Irak fait partie de l'axe du mal. C'est une menace potentielle pour les Occidentaux et il faut mettre fin par tous les moyens à son régime. Après avoir menti devant l'ONU, affirmant que les Irakiens possédaient des armes de destruction massive et souhaitaient les utiliser, les Américains prennent la tête d'une nouvelle coalition et balayent en quelques semaines le régime irakien. Les Américains restent jusqu'en 2011 pour rétablir la paix et la démocratie. Finalement, leur intervention a surtout contribué à déstabiliser durablement la région, à se mettre à dos quelques alliés historiques, et surtout à favoriser le développement de groupes terroristes. N'oublions pas le cas des printemps arabes. Pour faire vite, en 2010, en Tunisie, un vendeur ambulant s'immole pour protester contre la corruption du régime en place, entraînant des émeutes dans tout le pays et exigeant un changement de régime. Cette révolution aboutit par la fuite de Ben Ali en Arabie Saoudite. Par un effet domino, une bonne partie des régimes autoritaires du Proche-Orient sont touchés par ces mouvements révolutionnaires demandant plus de démocratie. La Libye d'abord, où l'intervention française entraîne la mort du colonel Kadhafi, puis en Égypte, où Hosni Moubarak doit laisser sa place au profit d'élections libres, jusqu'en Syrie, mais Bachar al-Assad, lui, tient bon par contre. En parlant de la Syrie, depuis 2014 et encore plus depuis les attentats de 2015 en France, une nouvelle coalition internationale intervient justement en Syrie, pour contrer Daesh et limiter les exactions de Bachar al-Assad sur son peuple. L'ingérence des grandes puissances au Proche et au Moyen-Orient est donc toujours une réalité aujourd'hui, car la région, il ne faut pas l'oublier, reste au cœur des intérêts géostratégiques mondiaux, un des carrefours stratégiques du point de vue des grandes routes maritimes mondiales, mais aussi c'est une réserve d'hydrocarbures très importante, gardez-le bien toujours en tête. Justement, cette guerre de Syrie dont nous parlions à l'instant a des causes multiples, mais le facteur principal qui a entraîné l'engagement des grandes puissances, dans la région à ce moment-là, c'est bien la nécessité de contrer la montée de l'islamisme au Proche et au Moyen-Orient. Les facteurs explicatifs de cette montée de l'islamisme depuis la fin du XXe siècle sont multiples. La persistance des inégalités sociales, de la pauvreté dans la région, l'échec d'autres modèles comme le panarabisme nassérien, mais aussi et surtout les interventions successives des Occidentaux dans les conflits régionaux, en Irak et en Syrie notamment, et le soutien indéfectible des Américains envers Israël, en dépit de toutes les règles du droit international, ont finalement entraîné un repli des populations locales sur un élément constitutif de leur identité, l'islam. En 2006, le Hamas remporte les élections législatives palestiniennes. Le Fatah, le parti de Mahmoud Abbas, ne cesse de perdre du terrain depuis la seconde intifada par son incapacité à améliorer la cause et la vie quotidienne des Palestiniens. Aussi, la population porte de plus en plus ses suffrages vers ce mouvement islamiste. En Égypte, la révolution a traîné Hosni Moubarak devant le tribunal où il a échappé de peu à la peine de mort.
Mais alors que beaucoup imaginaient l'avènement d'une démocratie égyptienne libérale, la population a voté en masse pour Mohamed Morsi, un frère musulman en 2012. Il en fut de même en Tunisie d'ailleurs. Et finalement, si ces soulèvements étaient porteurs de l'espoir d'une démocratisation du monde arabe, du point de vue occidental, ce furent des partis islamistes qui bénéficièrent des suffrages populaires, ce qui sonna le glas de bien des mouvements révolutionnaires. La Libye est aujourd'hui morcelée et les militaires ont depuis repris le pouvoir en Égypte. Enfin, l'intervention américaine de 2003 en Irak a si profondément déstabilisé la région que les résistants à l'occupation américaine se sont radicalisés, rejoignant tout d'abord Al-Qaïda, puis fondant leur propre groupe, l'État islamique en 2006. Celui-ci bénéficia de la libération de nombreux islamistes par Bachar el-Assad en 2011, qui entendait ainsi mieux lutter contre les rebelles, ce qui fut efficace de ce point de vue-là, mais a forcément considérablement renforcé l'État islamique dans la région. C'est ainsi qu'en 2014, Abu Bakr el-Baghdadi put proclamer le rétablissement du califat, disparu en 1924, en massant autour de lui de très nombreux terroristes en Syrie et en Irak et menaçant les pays voisins, la Turquie notamment, mais aussi et surtout les principales puissances occidentales. On l'a vu avec les attentats de Charlie, de Paris pour la France, mais aussi de Londres, de Berlin, pour ne citer que. Ainsi, le Proche et le Moyen-Orient restent encore aujourd'hui le principal foyer de conflit mondial, même si de plus en plus d'enjeux géostratégiques se concentrent désormais en Asie. Les tensions entre les différents groupes ethnico-religieux présents dans la région se retrouvent exacerbées par la situation particulière qu'occupent le Proche et le Moyen-Orient dans la géopolitique mondiale. Source de convoitise, le pétrole aurait pu aider au développement de la région. Il se trouve être finalement une malédiction. Les prédations et l'ingérence des Occidentaux dans les affaires intérieures des pays arabes, renforcées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et l'échec du panarabisme, ont entraîné une crispation et une radicalisation d'une partie des populations locales qui pensent avoir trouvé dans l'islamisme la réponse à leurs maux. Néanmoins, ce mouvement politique n'a pas prouvé être une solution durable pour la région, l'enfonçant plus que jamais dans des conflits qui semblent encore aujourd'hui interminables. Merci à vous d'avoir regardé cette capsule et d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout parce qu'elle était un petit peu longue, j'en ai parfaitement conscience. J'espère que ça a été utile pour vos révisions, et puis à très bientôt en classe.